Bonsoir. Guy de Maupassant, Bellamy. Présentation de l'œuvre. Forces sociales et politiques en mouvement. La France bascule de l'ancien régime à un ordre nouveau dont on s'apercevra vite qu'il marque la montée de la bourgeoisie, avec le maître mot, l'argent. L'argent va constituer une nouvelle dynamique sociale. Les rois de la finance vont remplacer désormais les dynasties princières. Se lèvent alors sur des forces antagonistes, pas toujours antinomiques cependant, et les régimes se succèdent. Premier empire avec Napoléon Bonaparte, la Restauration, la monarchie de Juillet sous Louis-Philippe, c'est le temps du ministre des Affaires étrangères, Guizot, et de ce mot célèbre Enrichissez-vous. La Deuxième République, le Second Empire et Napoléon III, le prince, président. La Troisième République marquée par l'affairisme et l'expansion coloniale. Les fluctuations de régime qui caractérisent ce siècle signifient le jeu de forces sociales, notamment la bourgeoisie dont l'importance s'accroît fondamentalement et que l'on cherche pas moins à frayer avec l'aristocratie. L'aristocratie en perte de vitesse qui se laisse gagner par l'esprit de lucre. Bellamy ou la peinture d'une comédie humaine toujours d'actualité. Paris sous la Troisième République, l'argent, le pouvoir, la politique. Maupassant fait paraître Bellamy. La même année, Zola publie Germinal. À eux deux, ces deux ouvrages signés de deux grands noms du groupe naturaliste de Médan constituent comme une diptyque qui révèle la société française à deux moments de son histoire. La condition ouvrière et les zones minières dans le nord du pays, sous le Second Empire pour Zola, le monde de la finance et de la politique à Paris sous la Troisième République pour Maupassant. Bellamy est la transposition romanesque de l'actualité sociale et politique en France aux premières années de la Troisième République. On y découvre la bourgeoisie toute puissante et le monde de la finance et de l'affairisme à Paris sur fond d'expansion coloniale. Bellamy est le récit d'une ascension sociale. Le cheminement de Bellamy à travers les salons, les bureaux directoriaux et jusqu'au cabinet ministériel nous introduit dans un temps nouveau que Maupassant décrypte par un regard à la fois lucide et critique, souvent teinté d'ironie. Le temps de nouvelles mœurs parisiennes, le temps d'une société vénale où la bourgeoisie infiltre l'aristocratie et introduit le goût effréné pour l'argent, le temps où le monde de la haute finance trafique et gouverne, le temps du cynisme aussi, des compromissions et de la médiocrité généralisée. Cependant que s'effritait le code aristocratique le temps de Walter, le riche banquier à la fois politicien et l'affairiste directeur du journal La Vie française. Le temps de l'arrivisme qui permet l'ascension du cynique Bellamy, l'obscur Georges Duroy, qui se ferait son chemin jusqu'au plus haut lieu de la finance et de la politique, réussit par femmes interposées et institue la corruption comme moyen pour parvenir. Le premier et le dernier chapitre se font écho dans le roman. Cette structure circulaire donne toute la dimension du chemin parcouru par l'ancien sous-officier à travers la presse. L'obscur J. Duroy jusqu'au triomphe final du baron Georges Duroy, dont on mesure les signes, ironiquement mis en évidence, jusque dans la consonance et l'orthographe nouvelle du nom. Lorsqu'il fut sur le trottoir, l'ancien sous-officier demeura un instant immobile, se demandant ce qu'il allait faire. Il lui restait juste en poche 3 francs 40 pour finir le mois. Cela représentait 2 dîners sans déjeuner ou 2 déjeuners sans dîner, au choix. Il tourna vers la Madeleine et suivit le flot de foule. Une soif chaude le tenait, mais s'il buvait à Dieu le maigre soupère du lendemain. Plus tard, la foule coulait devant lui comme un fleuve. George reprit le bras de Suzanne, Walter, pour retraverser l'église. Lorsqu'il parvint sur le seuil, il aperçut la foule amassée, une foule noire, bruissante, venue là pour lui. Pour lui, George Duroy, le peuple de Paris le contemplait et l'enviait. Puis, relevant les yeux, il découvrit là-bas, derrière la place de la Concorde, la chambre des députés, et il lui sembla qu'il allait faire un bond du portique de la Madeleine au portique du Palais Bourbon. À nous deux maintenant, lançait Rastignac dans le père Goriot. 50 ans plus tôt, en défi final à Paris. Balzac avait démonté dans la comédie humaine les mécanismes d'une société gouvernée par l'argent, engendrant le cynique Rastignac et où, depuis l'exemple de Lucien de Rubempré, les illusions perdues. L'on a compris que la concurrence implacable détruit les moins hardis. Cependant,
que l'on entrevoyait déjà l'intérêt conjugué de la finance, de la politique et de la presse. Ce processus éclate dans toute son ampleur dans Bellamy. Le défi de Rastignac a pris forme avec Bellamy. Maupassant nous fait voir le personnage montant en société, prototype succédant à Rastignac, plus complexe et aujourd'hui peut-être plus vrai. Et le monde politique est entré dans le roman. Se conjuguant avec l'affairisme qu'on lui connaît encore de nos jours en France, que font éclater de temps à autre les affaires, mais aussi tel qu'il a pénétré un peu partout dans le monde. La campagne de Tunisie. Manœuvre d'aguillotage. La politique, la finance, la presse. La politique qui suit désormais les cotations en bourse avait eu alors du temps de Bellamy son affaire, manœuvre de spéculation et d'agiotage aux ramifications intercontinentales, l'affaire marocaine dont il est question dans le roman et où il faut voir en fait la campagne d'annexion française de la Tunisie. Maupassant, qui a suivi lui-même la campagne de Tunisie comme reporter au Gaulois, a construit 4 ans plus tard son roman autour de cette tractation financière. Au point de départ, une dette contractée par le bey de Tunis, puis fluctuation du cours des obligations de la dette tunisienne qui chute pour remonter ensuite brusquement à un taux écrasant pour Tunis. Entre-temps, on a cherché des compensations par l'achat du vaste domaine d'Enfida, cependant que les obligations vendues par les prêteurs avaient été en fait rachetées de manière plus ou moins clandestine par des prête-noms et des compagnies de colonisation qui jouaient gros jeu, mystifiant l'opinion publique par l'argument de la sauvegarde de sa propre sécurité en Algérie, saisissant l'occasion de la fameuse révolte Kromir à la frontière tuniso-algérienne, la France force le bey à sa capitulation et garantissait ainsi du même coup la dette. Fameux coup, une bourse pour les spéculateurs dont l'enjeu est l'annexion d'un pays tout entier. Madame Walter, au courant des derniers secrets d'État, explique à son amant Georges Duroy l'expédition était décidée entre son mari, le financier Walter, et le ministre Laroche Mathieu. Dès le jour où Laroche a pris les affaires étrangères, et peu à peu ils ont racheté tout l'emprunt, qui était tombé à 64 ou 5 francs. Ils l'ont racheté très habilement par le moyen d'agents suspects, véreux qui n'éveillaient aucune méfiance. Et puis maintenant, on va faire l'expédition et dès que nous serons là-bas, l'État français garantira la dette. Nos amis auront gagné 50 ou 60 millions. Tu comprends l'affaire? C'était en effet une grosse affaire, une très grosse affaire préparée dans l'ombre. Exemple percutant de, selon le mot de G. Délesmont, la collision politique-finance relayée par une troisième force toute puissante, la presse, ainsi le journal. La vie française dont on découvre en Walter, le directeur affairiste, est un manipulateur de l'opinion publique, nouveau, carnassier des temps actuels. Parler de l'expédition comme si elle devait avoir lieu, explique le ministre Laroche Mathieu au journaliste du Roy, mais en laissant bien entendre qu'elle n'aura pas lieu et que vous n'y croyez pas le moins du monde. Faites que le public lise bien entre les lignes que nous n'irons pas nous fourrer dans cette aventure. La question d'un bey de Tunis précipitant par des emprunts successifs l'annexion de son pays est autrement plus complexe, on le voit. Quel régime, fût-il bellical, aurait résisté à ces pratiques nouvelles, sans compter du reste les rivalités et les convoitises entre les puissances européennes et la stratégie expansionniste du Jules Ferry. Dans Bellamy, l'intérêt se concentre sur la collision argent politique-journal. Guy de Maupassant avait vu juste touchant au devenir des sociétés. À sa manière, en bon réaliste qu'il fut, il a écrit un autre chapitre d'une autre comédie humaine, et son œuvre est encore aujourd'hui d'une très grande actualité. La nature, l'art, réponse à un univers dégradé. De Stendhal, Balzac à Flaubert, les romanciers réalistes ont jeté un regard critique sur leur société et ont rejeté, selon leur sensibilité, l'esprit du lucre et l'avènement du matérialisme qui a pris effet sous la Restauration, s'est amplifié sous la monarchie de Juillet, a culminé dès le Second Empire et la Troisième République en la forme qu'on lui connaît encore aujourd'hui. Aux figures immuables du Julien Sorel, Rastignac et M. Homais, Maupassant ajoute celle de Bellamy. Maupassant a su garder des distances aussi bien avec le monde aristocratique compassé, du reste frelaté, qu'avec l'univers bourgeois asphyxiant, par son réalisme critique, avec une ironie à peine voilée.
Il a révélé la vérité d'une société de mépris où tout s'achète, où tout se vend, où il avait de mal à se situer. Seule la nature de son authenticité pouvait lui apporter un élément compensatoire. Tous ces gens-là ont l'esprit entre deux murs, l'argent et la politique. Difficile de trouver un homme qui ait de l'espace dans la pensée, qui vous donne la sensation de ces grandes haleines du large qu'on respire sur les côtes de la mer. S'agissant de la nature, le romancier journaliste chronique que fut Maupassant se double d'un poète et d'un artiste qui, en peintre impressionniste, on restitue de ci et de là les couleurs et la lumière. Les maisons, en face, éclatantes dans la lumière du soleil levant, semblaient peintes avec de la clarté blanche. Sur la droite, au loin, une brume bleuâtre et légère, semblable à un voile flottant sur l'horizon. Se saisissant de l'actualité politique et financière, Maupassant dépeint dans Bellamy un moment de l'histoire de la Troisième République et les dessous de la politique d'expansion de la France. Il a donné là un témoignage littéraire qui mérite une attention particulière. Son œuvre s'ajoute au témoignage des historiens pour faire revivre une société, enrichissant par sa modernité la portée du roman réaliste. L'on regrette cependant de ce côté-ci de la Méditerranée, dans son désaveu d'une société mutilante pour l'esthète épris d'idéal et de beauté qu'il fut. L'on regrette à travers sa lucidité, sa modernité et sa sensibilité, l'absence de regard vers l'autre société dont la conquête coloniale et la course folle au profit bouleversaient irrémédiablement le cours de l'histoire. Il eût été évidemment l'ami. Première partie. Quand la caissière lui eut rendu la monnaie de sa pièce de 100 sous, Georges Duroy sortit du restaurant. Comme il portait beau par nature et par pose d'ancien sous-officier, il combra sa taille, frisa sa moustache d'un geste militaire et familier, et jeta sur les dîneurs attardés un regard rapide et circulaire. Un de ces regards de jolis garçons qui s'étendent comme des coups d'épervier. Les femmes avaient levé la tête vers lui, trois petites buvières, une maîtresse de musique entre deux âges, mal peignée, négligée, coiffée d'un chapeau toujours poussiéreux et vêtue d'une robe toujours de travers, et deux bourgeoises avec leurs maris, habitués de cette gargote à prix fixe. Lorsqu'il fut sur le trottoir, il demeura un instant immobile, se demandant ce qu'il allait faire. On était au 28 juin, et il lui restait juste en poche 3 francs 40 pour finir le mois. Cela représentait 2 dîners sans déjeuner ou 2 déjeuners sans dîner. Au choix. Il réfléchit que les repas du matin étant de 22 sous, au lieu de 30 que coûtaient ceux du soir, il resterait, en se contentant des déjeuners, 1 franc 20 centimes de boni, ce que représentait encore 2 collations au pain et au saucisson, plus 2 box sur le boulevard. C'était là sa grande dépense et son grand plaisir des nuits. Et il se mit à descendre la rue Notre-Dame de Lorette. Il marchait ainsi qu'au temps où il portait l'uniforme des hussards, la poitrine bombée, les jambes un peu entr'ouvertes comme s'il venait de descendre de cheval. Il avançait brutalement dans la rue pleine de monde, heurtant les épaules, poussant les gens pour ne point se déranger de sa route. Il inclinait légèrement sur l'oreiller son chapeau à haute forme assez défraîchi et battait le pavé de son talon. Il avait l'air de toujours défier quelqu'un, les passants, les maisons, les villes entières, par chic de beaux soldats tombés dans le civil. Quoique habillé d'un complet de 60 francs, il gardait une certaine élégance tapageuse, un peu commune, réelle cependant, grand, bien fait, blond, d'un blanc châtain vaguement roussi, avec une moustache retroussée qui semblait mousser sur sa lèvre, des yeux bleus, clairs, troués d'une pupille toute petite, des cheveux frisés naturellement, séparés par une raie au milieu du crâne. Il ressemblait bien au mauvais sujet des romans populaires. C'était une de ces soirées d'été où l'air manque dans Paris. La ville, chaude comme une étuve, paraissait suer dans la nuit étouffante.
Les égouts soufflés par leurs bouches de granit, leur haleine empestée, et les cuisines souterraines jetées à la rue par leurs fenêtres basses, les miasmes infâmes des eaux de vaisselle et des vieilles sauces. Les concierges en manches de chemise, à cheval sur des chaises de paille, fumaient la pipe sous les portes cochères, et les passants allaient d'un pas accablé, le front nu, le chapeau à la main. Quand Georges Duroy parvint au boulevard, il s'arrêta encore, indécis sur ce qu'il allait faire. Il avait envie maintenant de gagner les Champs-Élysées et l'avenue du Bois de Boulogne pour trouver un peu d'air frais, sous les arbres, et un désir aussi de travailler, celui d'une rencontre amoureuse. Comment se présenterait-elle? Il n'en savait rien, mais il attendait depuis 3 mois, tous les jours, tous les soirs, quelquefois cependant, grâce à sa belle mine et sa tournure galante. Il volait par-ci, par-là, un peu d'amour, mais il espérait toujours plus et mieux. La poche vide et le sang bouillant. Il s'allumait au contact des rôdeuses qui murmurent à l'angle des rues. Venez-vous chez moi, jolis garçons? Mais il n'osait les suivre, ne les pouvant payer. Et il attendait aussi autre chose, d'autres baisers, moins vulgaires. Il aimait cependant les lieux où grouillent les filles publiques, leurs bals, leurs cafés, leurs rues. Il aimait les coudoyer, leur parler, les tutoyer, flairer leurs parfums violents, se sentir près d'elles. C'étaient des femmes, enfin des femmes d'amour. Il ne les méprisait point du mépris inné des hommes de famille. Il tourna vers la Madeleine et suivit le flot de foule qui coulait accablé par la chaleur. Les grands cafés, pleins de monde, débordaient sur le trottoir, étalant leur public de buveurs sous la lumière éclatante et crue de leurs devantures illuminées. Devant eux, sur des petites tables carrées ou rondes, les verres contenaient des liquides rouges, jaunes, verts, bruns, de toutes les nuances, et dans l'intérieur des carafes on voyait briller les gros cylindres transparents de glace qui refroidissaient la belle eau claire. Duroy avait ralenti sa marche et l'envie de boire lui séchait la gorge. Une soif chaude, une soif de soir d'été le tenait, et il pensait à la sensation délicieuse des boissons froides coulant dans la bouche. Mais s'il buvait seulement de boxe dans la soirée, adieu le maigre souper du lendemain. Et il connaissait trop les heures affamées de la fin du mois. Il se dit, il faut que je gagne 10 heures et je prendrai mon bocal américain. Nom d'un chien, que j'ai soif tout de même. Et il regardait tous ces hommes attablés et buvant, tous ces hommes qui pouvaient se désaltérer tant qu'il leur plaisait. Il allait passant devant les cafés d'un air crâne et gaillard, et il jugeait d'un coup d'œil à la mine, à la vie, ce que chaque consommateur devait porter d'argent sur lui. Et une colère l'envahissait contre ces gens assis et tranquilles. En fouillant leurs poches, on trouverait de l'or, de la monnaie blanche et des sous. En moyenne, chacun devrait avoir au moins de l'huisse. Il était bien une centaine par café. 100 fois 2 louis font 4 000 francs. Il murmurait, les cochons, tout en se dandinant avec grâce. S'il avait pu en tenir un au coin d'une rue, dans l'ombre bien noire, il lui aurait tordu le cou. Ma foi, sans scrupule, comme il faisait aux volailles des paysans, au jour de grandes manœuvres. Et il se rappelait ces 2 années d'Afrique, la façon dont il rançonnait les Arabes dans les petits postes du sud. Et un sourire cruel et gai passa sur ses lèvres au souvenir d'une escapade qui avait coûté la vie à 3 hommes de la tribu des Ouled Allen et qui leur avait valu à ses camarades et à lui 20 poules, 2 moutons et de l'or, et de quoi rire pendant 6 mois. On n'avait jamais trouvé les coupables, qu'on n'avait guère cherché d'ailleurs, l'arabe étant un peu considéré comme la proie naturelle du soldat. À Paris, c'était autre chose. On ne pouvait pas marauder gentiment, sabre au côté et revolver au poing, loin de la justice civile, en liberté. Il se sentait au cœur tous les instincts du sous-off lâché en pays conquis. Certes, il regrettait ces 2 années de désert. Quel dommage de n'être pas resté là-bas.
Mais voilà, il avait espéré mieux en revenant. Et maintenant? Ah oui, c'était du propre maintenant. Il faisait aller sa langue dans sa bouche avec un petit claquement, comme pour constater la sécheresse de son palais. La foule glissait autour de lui, exténuée et lente, et il pensait toujours: tas de brutes, tous ces imbéciles-là en dessous dans leurs gilets. Il bousculait les gens de l'épaule et sifflotait des airs joyeux. Des messieurs heurtés se retournaient en grognant. Des femmes prononçaient: en voilà un animal. Il passa devant la vaudeville et s'arrêta en face du café américain, se demandant s'il n'allait pas prendre son boc, tant la soif le torturait. Avant de se décider, il regarda l'heure aux horloges lumineuses au milieu de la chaussée. Il était 9h15. Il se connaissait. Dès que le verre plein de bière serait devant lui, il avalerait. Que ferait-il ensuite jusqu'à 11h? Il passa: j'irai jusqu'à la Madeleine, se dit-il, et je reviendrai tout doucement. Comme il arrivait au coin de la place de l'Opéra, il croisa un gros jeune homme dont il se rappela vaguement avoir vu la tête quelque part. Il se mit à le suivre en cherchant dans ses souvenirs et répétant à mi-voix: où diable ai-je connu ce particulier-là? Il fouillait dans sa pensée sans parvenir à se le rappeler. Puis, tout d'un coup, par un singulier phénomène de mémoire, le même homme lui est apparu moins gros, plus jeune, vêtu d'un uniforme de hussard. Il s'écria tout haut: tiens, Forestier! Et, allongeant le pas, il alla frapper sur l'épaule du marcheur. L'autre se retourna, le regarda puis dit: qu'est-ce que vous me voulez, monsieur? Duroy se mit à rire. Tu ne me connais pas? Non. Georges Duroy, du 6e hussard. Forestier tendit les deux mains. Ah, mon vieux, comment vas-tu? Très bien, et toi? Oh, moi, pas trop. Figure-toi que j'ai une poitrine de papier mâché maintenant. Je tousse 6 mois sur 12, à la suite d'une bronchite que j'ai attrapée à Bougival. L'année de mon retour à Paris, voici 4 ans maintenant. Tiens, tu as l'air solide pourtant. Et Forestier, prenant le bras de son ancien camarade, lui parla de sa maladie, lui raconta les consultations, les opinions et les conseils des médecins, la difficulté de suivre leurs avis dans sa position. On lui ordonnait de passer l'hiver dans le Midi. Mais le pouvait-il? Il était marié et journaliste dans une belle situation. Je dirige la politique à la vie française. Je fais le Sénat au salut et, de temps en temps, des chroniques littéraires pour la planète. Voilà, j'ai fait mon chemin. Duroy, surpris, le regardait. Il était bien changé, bien mûri. Il avait maintenant une allure, une tenue, un costume d'homme posé, sûr de lui, et un ventre d'homme qui dîne bien. Autrefois, il était maigre, mince et souple, étourdi, casseur d'assiettes, tapageur et toujours en train. En 3 ans, Paris, on avait fait quelqu'un de tout autre, de gros et de sérieux, avec quelques cheveux blancs. Sur les temps, bien qu'il n'eût pas plus de 27 ans, Forestier demanda: où vas-tu? Duroy répondit: nulle part, je fais un tour avant de rentrer. Eh bien, veux-tu m'accompagner à la vie française, où j'ai des épreuves à corriger? Puis nous irons prendre un boc ensemble. Je te suis. Et ils se mirent à marcher en se tenant par le bras avec sa familiarité facile qui subsiste entre compagnons d'école et entre camarades du régiment. Qu'est-ce que tu fais à Paris? Dit Forestier. Duroy haussa les épaules. Je crève de faim, tout simplement. Une fois mon temps fini, j'ai voulu venir ici pour faire fortune, ou plutôt pour vivre à Paris. Et voilà 6 mois que je suis employé en bureau du chemin de fer du Nord, à 1500 francs par an, rien de plus. Forestier murmura: bigre, ça n'est pas grave. Je te crois, mais comment veux-tu que je m'en tire? Je suis seul, je ne connais personne, je ne peux me recommander de personne. Ce n'est pas la bonne volonté qui manque, mais les moyens. Son camarade le regarda des pieds à la tête en homme pratique qui juge un sujet, puis il prononça d'un ton convaincu: vois-tu, mon petit, tout dépend de l'aplomb. Ici,
Un homme un peu malin devient plus facilement ministre que chef de bureau. Il faut s'imposer et non pas demander. Mais comment diable n'as-tu pas trouvé mieux qu'une place d'employé au nord? Duroy reprit. J'ai cherché partout, je n'ai rien découvert, mais j'ai quelque chose en vue en ce moment. On m'offre d'entrer comme écuyer au manège pèlerin. Là, j'aurai au bas mot 3 000 francs. Forestier s'arrêta net. Ne fais pas ça, c'est stupide. Quand tu devrais gagner 10 000 francs, tu te fermes l'avenir du coup. Dans ton bureau, au moins, tu es caché, personne ne te connaît, tu peux en sortir, si tu es fort, et faire ton chemin. Mais une fois écuyer, c'est fini. C'est comme si tu étais maître d'hôtel dans une maison où tout Paris va dîner. Quand tu auras donné des leçons d'équitation aux hommes du monde ou à leurs fils, ils ne pourront plus s'accoutumer à te considérer comme leur égal. Il se tut, réfléchit quelques secondes, puis demanda: Es-tu bachelier? Non, j'ai échoué 2 fois. Ça ne fait rien, du moment que tu as poussé tes études jusqu'au bout. Si on te parle de Cicéron ou de Tibère, tu sais à peu près ce que c'est? Oui, à peu près. Bon, personne n'en sait davantage, à l'exception d'une vingtaine d'imbéciles qui ne sont pas fichus de se tirer d'affaire. Ça n'est pas difficile de passer pour fort. Va, le tout est de ne pas se faire pincer en flagrant délit. Homme à longs cheveux, gros, d'aspect malpropre, qui montait les marches en soufflant. Forestier salua très bas. Norbert de Varenne, dit-il, le poète, l'auteur des Soleils morts, encore un homme dans les grands prix. Chaque conte qui nous donne coûte 300 francs, et les plus longs n'ont pas de 100 lignes. Mais entrant au napolitain, je commence à crever de soif. Dès qu'ils furent assis devant la table du café, Forestier cria 2 box, et il avala le sien d'un seul trait, tandis que Duroy buvait la bière à lente gorgée, la savourant et la dégustant, comme une chose précieuse et rare. Son compagnon se taisait, semblait réfléchir, puis tout à coup: Pourquoi n'essaierais-tu pas du journalisme? L'autre, surpris, le regarda, puis il dit: Mais c'est que je n'ai jamais rien écrit. Bah, on essaye, on commence. Moi, je pourrais t'employer à aller me chercher des renseignements, à faire des démarches et des visites. Tu aurais au début 250 francs par mois et tes voitures payées. Veux-tu que j'en parle au directeur? Mais certainement que je veux bien. Alors, fais une chose. Viens dîner chez moi demain. J'ai 5 ou 6 personnes seulement. Le patron, Monsieur Walter, sa femme, Jacques Rival et Norbert de Varenne, que tu viens de voir, plus une amie de Madame Forestier. Est-ce entendu? Duroy hésitait, rougissant, perplexe. Il murmura enfin: C'est que je n'ai pas de tenue convenable. Forestier fut stupéfait. Tu n'as pas d'habit? Bigre. En voilà une chose indispensable pourtant. À Paris, vois-tu, il vaudrait mieux n'avoir pas de lit que pas d'habit. Puis, tout à coup, fouillant dans la poche de son gilet, il en tira une pincée d'or, prit de l'huile, les posa devant son ancien camarade et, d'un ton cordial et familier: Tu me rendras ça quand tu pourras. Loue ou achète au mois, en donnant un acompte, les vêtements qu'il te faut. Enfin, arrange-toi, mais viens dîner à la maison. Demain, 7h30, 17 rue Fontaine. Duroy, troublé, ramassait l'argent en balbutiant: Tu es trop aimable, je te remercie bien. Sois certain que je n'oublierai pas. L'autre l'interrompit. Allons, c'est bon. Encore un box, n'est-ce pas? Et il cria: Garçon, 2 box. Puis, quand il les eut bu, le journaliste demanda: Veux-tu flâner un peu pendant 1 heure? Mais certainement. Et ils se remirent en marche vers la Madeleine. Qu'est-ce que nous ferions bien? Demanda Forestier. On prétend qu'à Paris, un flâneur peut toujours s'occuper. Ça n'est pas vrai. Moi, quand je veux flâner, le soir,
je ne sais où aller. Un tour au bois n'est amusant qu'avec une femme, et on n'en a pas toujours une sous la main. Les cafés-concerts peuvent distraire. Mon pharmacien et son épouse, mais pas moi. Alors quoi faire? Rien. Il devrait y avoir ici un jardin d'été, comme le parc Monceau, ouvert la nuit, où on entendrait de la très bonne musique en buvant des choses fraîches sous les arbres. Ce ne serait pas un lieu de plaisir, mais un lieu de flâne, et on paierait cher pour entrer, afin d'attirer les jolies dames. On pourrait marcher dans des allées bien sablées, éclairées à la lumière électrique et s'asseoir quand on voudrait pour écouter la musique de près ou de loin. Nous avons eu à peu près ça autrefois, chez Musard, mais avec un goût de bastringue et trop d'air de danse, pas assez détendu, pas assez d'ombre, pas assez de sombre. Il faudrait un très beau jardin, très vaste, ce serait charmant. Où veux-tu aller? Duroy, perplexe, ne savait que dire. Enfin, il se décida. Je ne connais pas les folies bergères. J'y ferai volontiers un tour. Son compagnon s'écria. Les folies bergères, bigre. Nous y cuirons comme dans une rôtissoire. Enfin, soit c'est toujours drôle, et ils pivotèrent sur leurs talons pour gagner la rue du Faubourg Montmartre. La façade illuminée de l'établissement jetait une grande lueur dans les 4 rues qui se joignent devant elle. Une file de fiacres attendait la sortie. Forestier entrait, Duroy l'arrêta. Nous oublions de passer au guichet. L'autre répondit d'un ton important. Avec moi, on ne paye pas. Quand il s'approcha du contrôle, les 3 contrôleurs le saluèrent. Celui du milieu lui tendit la main. Le journaliste demanda: Avez-vous une bonne loge? Mais certainement, monsieur Forestier. Il prit le coupon qu'on lui tendait, poussa la porte matelassée, à battants garnis de cuir, et ils se trouvèrent dans la salle. Une vapeur de tabac voilait un peu, comme un très fin brouillard, les parties lointaines, la scène et l'autre côté du théâtre, et s'élevant sans cesse en minces filets blanchâtres de tous les cigares et de toutes les cigarettes que fumaient tous ces gens. Cette brume légère montait toujours s'accumuler au plafond, et formait sous le large dôme autour du lustre, au-dessus de la galerie de premiers chargés de spectateurs, un ciel ennuagé de fumée. Dans le vaste corridor d'entrée qui mène à la promenade circulaire, où rôde la tribu parée des filles, mêlée à la foule sombre des hommes, un groupe de femmes attendait les arrivants devant un des 3 comptoirs où trônaient, fardés et défraîchis, 3 marchandes de boissons et d'amour. Les hauts glaces derrière elles reflétaient leur dos les visages des passants. Forestier ouvrait les groupes, avançait vite en homme, lui, à droit à la considération. Il s'approcha d'une ouvreuse. La loge 17, dit-il. Par ici, monsieur. Et on les enferma dans une petite boîte en bois, découverte tapissée de rouge et qui contenait 4 chaises de même couleur, si rapprochées qu'on pouvait à peine se glisser entre elles. Les 2 amis s'assirent, et droite comme à gauche, suivant une longue ligne arrondie aboutissant à la scène par les 2 bouts. Une suite de cases semblables contenait des gens assis également, et dont on ne voyait que la tête et la poitrine. Sur la scène, 3 jeunes hommes en maillot collant, un grand, un moyen, un petit, faisaient tour à tour des exercices sur un trapèze. Le grand s'avançait d'abord, à pas court et rapide en souriant, et saluait avec un mouvement de la main comme pour envoyer un baiser. On voyait sous le maillot se dessiner les muscles des bras et des jambes. Il gonflait sa poitrine pour dissimuler son estomac trop saillant, et sa figure semblait celle d'un garçon coiffeur, car une raie soignée ouvrait sa chevelure en 2 parties égales, juste au milieu du crâne. Il atteignait le trapèze d'un bond gracieux et, tendu par les mains, tournait autour comme une roue lancée, ou bien les bras roides, le corps droit. Il se tenait immobile,
couché horizontalement dans le vide, attaché seulement à la barre fixe par la force des poignets. Puis il sautait à terre, saluait de nouveau en souriant tous les applaudissements de l'orchestre, et allait se coller contre le décor, en montrant bien à chaque pas la musculature de sa jambe. Le second, moins haut, plus trapu, s'avançait à son tour et répétait le même exercice que le dernier recommençait encore, au milieu de la faveur plus marquée publique. Mais Duroy ne s'occupait guère du spectacle, et la tête tournée, il regardait sans cesse derrière lui le grand promenoir plein d'hommes et de prostituées. Forestier lui dit: Remarque donc l'orchestre, rien que des bourgeois, avec leurs femmes et leurs enfants, de bonnes têtes stupides qui viennent pour voir, aux loges des boulevards. Dit quelques artistes, quelques filles de demi-choix, et derrière nous, le plus drôle de mélange qui soit dans Paris. Quels sont ces hommes? Observe-les. Il y a de tout, de toutes les professions et de toutes les castes, mais la crapule domine. Voici des employés, employés de banques, de magasins, de ministères, des reporters, des souteneurs, des officiants bourgeois, des gommeux en habit qui viennent de dîner au cabaret et qui sortent de l'opéra avant d'entrer aux Italiens. Et puis encore tout un monde d'hommes suspects qui défient l'analyse. Quant aux femmes, rien qu'une marque, la soupeuse de l'américain, la fille à 1 ou 2 louis qui guette l'étranger de 5 louis et prévient ses habitués quand elle est libre. On les connaît toutes depuis 10 ans. On les voit tous les soirs, toute l'année, aux mêmes endroits. Sauf quand elles font une station hygiénique à Saint-Lazare ou à l'Oursine. Duroy n'écoutait plus. Une de ces femmes, s'étant accoudée à l'horloge, le regardait. C'était une grosse brune à la chair blanchie par la pâte, à l'œil noir, allongée, soulignée par le crayon, encadrée sous des sourcils énormes et fastis. Sa poitrine trop forte tendait la soie sombre de sa robe, et ses lèvres peintes, rouges comme une plaie, lui donnaient quelque chose de bestial, d'ardent, d'outré, mais qui allumait le désir cependant. Elle appela d'un signe de tête une de ses amies qui passait, une blonde aux cheveux rouges, grasse aussi, et lui dit d'une voix assez forte pour être entendue: Tiens, voilà un joli garçon. S'il veut de moi pour 10 louis, je ne dirai pas non. Forestier se retourna et, souriant, il tapa sur la cuisse de Duroy. C'est pour toi, ça, tu as du succès, mon cher. Mes compliments. L'ancien sous-off avait rougi et il tâtait d'un mouvement machinal du doigt les 2 pièces